traduit dans le monde entier, un maître de la bande dessinée, mais bien au-delà. Enki Bilal, bonjour. Bonjour. Enki, à chaque fois, on est surpris. À chaque fois, c'est autre chose. Il y a Bug, cette série absolument incroyable qui nous fait tellement penser presque à ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus, la crise du monde. Et voici maintenant un livre où vous vous êtes enfermé dans un musée. Ça m'a surpris aussi, parce que c'est un livre qui n'était pas du tout dans mes projets. Donc c'est une proposition de carte blanche qui m'a été faite par un éditeur, Stock, et Alina Gourdiel, dont c'est l'idée, d'enfermer des auteurs, écrivains ou artistes, dans un musée, et le musée Picasso en l'occurrence. Donc j'accepte. Oui. Enfermé toute une nuit, il faut le dire. La nuit, absolument. Ça change énormément de choses. Donc on est absolument seul, lumière tamisée. On passe la nuit avec les œuvres du maître. Et c'était pendant l'exposition Guernica, consacrée à Guernica. Donc moi j'avais dit oui en plus à cause de ça, parce que c'est quand même un thème d'une grande force. C'est une œuvre engagée, une œuvre monumentale du siècle. C'est les années 30, c'est le fascisme montant, l'entre-deux-guerres, Franco, Hitler, Mussolini, bref. Et lui qui réalise cette commande, cette œuvre. Et donc voilà, j'accepte et je passe une nuit, et au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je commence à écrire et ça donne ce livre très compact qui est en absolument écriture. Avec des dessins, un texte. Que je rajoute des dessins, je rajoute après. Vous les rajoutez après. Et alors, c'est quelque chose qui vous emmène, alors, nu, pratiquement, sur un brancard, enfin, je ne sais pas. Et là, vous rencontrez, comme une espèce de rêve éveillé, les personnages de Picasso. Alors, je rencontre les personnages de Picasso. Je rencontre aussi Picasso lui-même, Dora Maar, qu'il assiste dans la réalisation, on le sait, ça. C'est un mélange de réalité historique, artistique, et un mélange de fantasmes, de délire, comme ça, un peu nocturne. Et j'y rencontre aussi un invité surprise que moi je fais venir, qui est Goya. Oui. Bon. Qui est Goya, c'est un artiste que vous admirez profondément. Que j'admire profondément, et que Picasso admirait profondément également. Donc voilà, je crée cette espèce de triumvirat comme ça, je fais partie du lot, et à un moment donné, effectivement, on assiste à la réalisation de l'œuvre avec des modèles qui vont poser, ce qui est absurde, puisque Picasso n'a demandé à personne de poser pour cette œuvre-là, et je fais partie des modèles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve moi-même dans situation d'être allongé avec le corps complètement disloqué pour que simplement lui, il puisse... Donc on est à la fois dans l'absurde et dans le réel et dans un regard qui est le mien sur l'artiste Picasso et sur la création. Et là, on partage nos trucs, et il y a cette idée de dehors et de dedans. Le dehors et le dedans, donc j'en tire une théorie qui est d'une grande simplicité en fait, et qui est celle de la création pure. Et pour être un créateur et pour être pur face à la création, il faut être nu. C'est ce que je me dis, tout ça en écrivant comme ça. Et donc on se retrouve, on est tous nus dans cet endroit, et on est face simplement à la création. Oui. Alors là, pour le coup, une mise à nu totale. Ouais. Parce que quand on va chercher au fond ce qu'est la création, quand on est comme vous, un grand artiste, un grand créateur, et qu'on se confronte à un autre artiste comme Picasso, vous êtes deux, plus les personnages, plus le lieu, plus tout ça. Plus Goya et plus Dora Maar, qui sont Dora Maar, grande artiste, méconnue, mais grande artiste. Et Goya. Et en fin de compte, qu'est-ce qui nous réunit ? On se passe quelque part le flambeau de la création. Et la création, c'est quoi ? C'est la digestion du monde dans lequel on vit. Donc de Goya, le sien, Picasso, Dora Maar, le leur, et moi, le mien. Oui. Et tout ça, ça nous réunit parce qu'on est comme des éponges. Et on recrache, je le dis d'ailleurs ce terme qui n'est pas très joli, mais on recrache en fin de compte ce que l'on a ressenti. Donc le dedans que l'on est, nous, on recrache le dehors qu'il a reçu. Et en fin de compte, c'est aussi un livre sur la création. Ce qui ne m'empêche pas, moi, d'être assez... pas critique, parce que je n'ai pas à l'être en fin de compte, mais envoyer quelques pics à Picasso. Oui, parce qu'il s'y passe des choses que Picasso n'a pas forcément fait, ni dessiné, ni vu, et que vous rajoutez, vous, Enki. Ça, c'est votre part. Je rajoute d'ailleurs un dessin d'un portrait de Hitler par Picasso. Oui, bon. Il n'a jamais dessiné Hitler. Il n'a jamais dessiné Hitler, alors qu'il a dessiné Staline, voilà. Mais en tout cas, il n'a jamais dessiné Hitler, et tout, en fin de compte, c'est une période incroyable. C'est
des années 30, c'est la montée donc du fascisme, du nazisme, du franquisme, Mussolini, et c'est aussi cette attaque terrible sur Guernica, donc qui est le sujet de l'exposition et le sujet de ce livre aussi. Et donc ça, c'est il y a forcément beaucoup de réel là-dedans, et il y a une part de fantasme aussi que je me suis octroyé, je me suis donné la possibilité d'imaginer là-dessus pour créer aussi une forme de légèreté et de sens un peu critique aussi sur Picasso. Oui, et ce qui est extraordinaire, je disais, c'est totalement nouveau. Enki, à chaque fois, on vous redécouvre. Alors là, il y a les textes, il y a les dessins crayonnés, on va dire. Et puis, il y a cette notion d'engagement. Mais au fond, on sait que vous êtes quand même un artiste engagé. Vous avez toujours été un artiste engagé. Il y a Guernica qui est derrière tout ça. Mais vous qui venez de Bosnie, vous qui avez connu la guerre... Oui. Alors, exact, oui, je suis engagé, mais pas au sens où il était, par exemple, Picasso. Picasso avait choisi un camp, et moi je comprends qu'il ait choisi celui-là, c'était le camp contre le fascisme, donc il a choisi le camp du communisme à ce moment-là. Le problème, c'est que le communisme, on sait ce que c'est devenu aussi, mais mon engagement, voilà, il ne s'est jamais fait sur des camps, il ne s'est jamais fait sur des partis ou sur des... Parce que vos parents eux-mêmes étaient multiples, étaient mère tchèque, père bosniaque, ils se sont rencontrés à Belgrade. Mais au-delà de ça... Pas religieux, pas pratiquant, ni l'un ni l'autre. Exactement, alors que voilà, mon nom est d'origine musulmane, c'est clair. Mais en tout cas, non, réellement, moi, en tant qu'artiste, je suis alors, dans un terme qui est pas forcément bien compris et bien vu aujourd'hui, qui est l'humanisme. Donc l'humanisme, ça me porte plutôt à être, et j'ai toujours été donc plutôt de gauche, mais aujourd'hui je peux reconnaître clairement, et je peux le dire sans aucun problème, que je ne reconnais pas ce que la gauche, je ne la reconnais plus. Voilà. Et donc, c'est pour éviter ce genre aussi de mésaventures, parce que Picasso s'est planté aussi en soutenant le communisme à ce moment-là. Comme beaucoup d'intellectuels dans les années 50, ils étaient encore, à la mort de Staline, ils étaient en train de se dire on vient de perdre un grand homme. Ce qui n'est pas tout à fait la vérité. Donc on est dans cette... donc l'artiste se doit d'être, je pense, très vigilant et très indépendant par rapport aux idéologies. C'est mon point de vue. Je peux ne pas avoir raison, d'autres sont totalement dans l'idéologie. Moi, je ne le suis pas, et je pense qu'il faut être au-dessus de ça, essayer d'avoir un regard. Le mien, il est plutôt humaniste et plutôt extrêmement lucide. Et la lucidité, c'est une forme de mesure de l'intelligence. Ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui sur les plateaux de télé, c'est il faut être blanc ou noir, gauche-droite, gentil-méchant. Bref, c'est consternant. Oui. Mais le côté visionnaire, Enki Bilal, Bug, j'y faisais référence au début de cette émission, cette série absolument incroyable, Bug informatique, là pour le coup, dans un monde futuriste, mais pas si loin que ça de nous, parce que vous envisagez le futur à 10 ans, 20 ans en général. C'est le nôtre de monde. Oui, et qui finalement ressemble furieusement à ce qu'on vit encore en ce moment, ou ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Exactement, mais en même temps, ça c'est ni de gauche ni de droite, ça c'est la réalité du monde. C'est pour ça qu'il faut l'appréhender comme une réalité. Il faut la regarder en face. Et effectivement, ce sont les dérives de l'humain qui peuvent être magnifiques. Le numérique, la révolution numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a fait progresser le monde de manière incroyable, mais en même temps, ça a ce côté, ce dérapage. Et moi, ce que je préfère voir, puisqu'on vit l'expansion du numérique, on en est tous prisonniers et en même temps addicts. On le fait avec volontairement. L'intelligence artificielle. Voilà, on est dedans. On va vivre plus vieux, le transhumanisme, les nanotechnologies, on va vers ça. Et donc c'est fascinant. Moi, ça me fascine réellement. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'on deviendrait si tout ça disparaissait brutalement ? Comment serait-on face à ce monde-là où tout d'un coup, toute notre mémoire vient à disparaître ? Parce que simplement, on confie tout aux algorithmes, on confie tout aux fichiers numériques. Et est-ce qu'on a encore un carnet avec ses numéros de téléphone écrits à la main ? Est-ce qu'on a encore... Non, voilà, on a perdu tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer ce jeu-là. Et le problème, c'est que le virus, sanitaire, celui qu'on vient de vivre, on ne peut pas jouer avec celui-là comme on peut jouer avec le numérique. Il y a de la dérision, on peut ramener des choses comme ça. Le virus qu'on vient de vivre est tragique
de bout en bout, et on ne peut pas le traiter comme un autre. Donc c'est pour ça que moi, j'ai jamais accepté de traiter le sujet du médical à fond, parce que c'est assez désespérant. Oui. Et heureusement qu'on a des héros. Les héros, ce sont effectivement les... Souvent, on vous dit, Enki Bilal, ce qui est en train d'arriver, on l'avait vu dans tel livre ou tel album. Mais j'ai déjà évoqué tous les auteurs dits de science-fiction, ou tous ceux qui se posent la question du futur. Houellebecq, c'est pas un auteur de science-fiction, il se pose la question du futur autant. Et donc on a tous un peu envisagé à un moment donné des pandémies, ça fait partie, et on est prévenu de ça. Bill Gates l'a annoncé depuis 3-4 ans, il a dit attention à la pandémie qui va nous tomber dessus. Oui, mais que va devenir l'art dans tout ça? Demain, plus de papier, plus de pinceau, plus de crayon, plus que des ordinateurs. Comment l'artiste dans ce monde, comment l'artiste va rendre compte de ce monde? Si Picasso n'est plus là, mais voilà. Mais dans mon livre, à un moment donné, je dis que j'étais sorti pour aller essayer de trouver du matériel pour dessiner et peindre. Parce que tout ça, les magasins ont disparu, ce qui est la vérité, la réalité. Donc ça aussi, c'est vrai. On est en train de perdre cette idée-là, cette notion de l'art sensuel, du contact avec la toile, avec le pinceau, le papier, etc., effectivement, on produit maintenant en numérique des choses extraordinaires. Vous avez des logiciels, vous avez les effets que vous voulez, et ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours derrière le talent de l'artiste. Ça restera, mais il y a quand même un art entre guillemets qui est celui de la pureté et de la sensation, celui qui est issu simplement des grottes de Lascaux, de très très loin, qui est l'art physique qui est en train de disparaître. Donc il faut se battre pour ça aussi. Oui. Et à Landerneau, une exposition, grâce à Michel-Édouard Leclerc, dans un lieu absolument prestigieux, formidable pour l'art contemporain, une grande exposition à Enki Bilal. Et ça c'est fantastique de voir comment, de la bande dessinée, de ce qu'on appelait classiquement la bande dessinée d'Enki Bilal, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire comment on malaxe cette matière première pour la transformer et en faire ce que vous en faites aujourd'hui, Enki. Je fais partie de ceux qui ont eu ce parcours qui leur a permis de côtoyer d'autres artistes, de s'ouvrir à d'autres domaines. Donc il y a mes films, il y a des films, il y a la peinture, il y a le dessin, l'illustration, les bandes dessinées, effectivement, dont on venait de parler. C'est pas une rétrospective, mais ça peut y ressembler. C'est par thème aussi, donc c'est pas chronologique du tout. Il y a des choix qui sont tranchés. Il y a un commissaire d'exposition qui est Serge Lemoine, donc c'est pas moi. J'ai volontairement, j'ai supervisé évidemment l'ensemble, mais je suis pas l'auteur entre guillemets de cette exposition. Et c'est ça je pense que je n'ai pas à l'être. Je pense qu'un artiste n'a pas à faire son autoportrait, je dirais, dans un lieu d'exposition. Oui, on y voit le mur de Berlin, on y voit les grands moments du siècle, et là, nu avec Picasso. Il y a une installation dans l'exposition aussi qui prolonge le livre. Donc le livre, il y aura un écho dans l'exposition sur ce petit livre. Vraiment, nu avec Picasso? C'est possible? Ça fait peur, c'est impressionnant. Picasso, quand même. Non, je suis plus grand que lui quand même. Je domine de la tête et des épaules, physiquement, j'entends. Non, écoutez, cette nudité, elle fait partie de l'essence même du livre. C'est plutôt de la mise à nu. Donc tout est dans un décalage, évidemment. Même les choses réelles, elles sont dans un réel décalage. Il y a un moment donné, quand même, je me suis fait attaquer par Charlotte Corday, qui veut m'assassiner, croyant que je suis Marat dans sa baignoire. Je ne suis pas dans la baignoire, je suis sur un lit de camp. Voilà. Enki Bilal nous étonne toujours. Ça, c'est un livre comme on n'avait encore pas vu. Enki nous surprend. Enki Bilal, Manu au musée, nu avec Picasso. Merci beaucoup, Enki, d'avoir été avec nous. Merci.